Donc, vous êtes au bon endroit. Vous êtes arrivé à la conférence sur la route de la soie et Madame Yanzi est en train de se préparer et notre gouverneur prépare son discours aussi. Vous aurez la possibilité de participer à cette conférence en utilisant soit le module questions-réponses, soit le module discussion pour donner soit poser une question, soit faire une remarque. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. À la fin de la conférence, il y aura quelques questions qui seront prises et puis les réponses aux questions seront données à ce moment-là. Vous pouvez aussi lever la main si vous avez cette modalité. Ça, c'est si vous souhaitez intervenir en posant une question par vous-même. On vous donnera la possibilité de le faire. Il suffira de lever la main dans le temps des questions-réponses. Voilà. Il est 14h03, encore une minute, deux maximum, et puis notre gouverneur fera son mot d'accueil et nous démarrons donc ce webinaire sur la nouvelle route de la soie et qui vous permettra aussi d'avoir quelques éclairages sur l'affaire du canal de Suez. On vous donne rendez-vous après le webinaire. Vous aurez la possibilité de le voir sur notre chaîne YouTube. Il sera mis sur la chaîne YouTube du district 103 Nord. Notre gouverneur peut confirmer? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alain est au courant. Voilà, très bien. Je pense qu'il est l'heure de commencer la vidéo. Donc, vous avez à l'écran Georges Salimi, qui est gouverneur du district 103 Nord, qui regroupe donc les clubs Lyons sur les Hauts-de-France jusque Paris. Nous sommes heureux de l'accueillir et nous lui laissons la place pour son mot d'accueil et d'introduction à cette conférence. Merci Jean-Marie et bienvenue à Yann. C'est un réel plaisir pour moi de participer à ce webinaire, d'autant plus que je connais le canal de Suez et je connais la Chine. Pour y avoir passé en Chine plusieurs mois, voire années, et et en Égypte 4 mois, pardon, et j'allais me baigner le long du canal de Suez et en même temps passer en dessous en voiture. Donc, des souvenirs vont revenir tout à l'heure, j'espère. Quant à la Chine, j'y ai vécu quasiment 2 ans. Et rien que d'y penser, j'ai déjà les odeurs, les bruits, les différents menus que j'ai pu déguster me reviennent à l'esprit. Donc, c'est pas moi qui fais la conférence, c'est Yann. Donc, je ne vais pas aller plus loin et je vais laisser la parole à Yann et je vais écouter religieusement. Voilà, à toi Yann. Merci Georges. Tu restes et de toute façon, tu pourras intervenir à la fin dans le temps des questions-réponses pour partager aussi ton expérience. Donc, vous êtes venu pour écouter Madame Yanzi. Je lui laisse la place. Elle est juste à côté de moi. Je vous souhaite une excellente conférence. Jean-Marie Chouépot, Saint-Jean-Doué, c'est vrai qu'on oublie de se présenter. Et ravi de vous accueillir. À très bientôt. Yann, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yancy et je suis très contente d'abord d'être membre et rejoint Lions Club. J'espère avec mon expérience, mes compétences et surtout mes motivations, avec vous, on peut faire des bonnes choses pour les gens qui ont besoin de nous. Lions Club est une localisation internationale. Nous avons tous des différentes cultures, nous parlons des différentes langues, mais on n'a qu'un seul objectif
c'est de travailler tous ensemble pour avoir la paix, l'amitié et l'amour. Ça fait plus de 20 ans que je suis en France. Je suis venue en tant qu'étudiante. J'ai eu mon diplôme Bac plus 5, Master 2 en gestion d'entreprise à l'IAE de Valenciennes. Et aujourd'hui, je gère une entreprise qui s'appelle Bellac. Nous sommes dans le commerce international. Je représente aussi une région qui s'appelle Shanxi et qui se trouve nord de la Chine, près de Pékin. Et c'est une région industrielle et qui a à peu près 37 millions d'habitants. Avant de commencer, je voudrais remercier Lions Club International Disquette 103 Nord, Lions Club Orchi, l'institution Saint-Jean de Douai qui a organisé cette conférence. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit voyage en Chine. On va parler de l'histoire de l'ancienne route de la soie, quand il était créé, qui l'a créé. Il y en a qui m'a dit c'est Marco Polo, il y en a qui m'a dit c'est l'empereur chinoise. Peu importe qui, on doit savoir pourquoi. Quand on parle, ça fait quelques années, quand on parle de développement international, on entend aussi la nouvelle route de soie. Donc, c'est quoi la raison de rétablir cette route? Quelle est la différence par rapport à l'ancienne? Quelle opportunité pour les Made in France? Et la solution de transport face à la crise. Je vais vous présenter aussi un peu le marché chinois, évolution du développement économique et la consommation, image des produits français en Chine et comportement des consommateurs chinois. Bon, ok, il y a mes amis qui m'ont dit, c'est sympa, Yann, et on parle de histoire chinoise, parle de développement international. Pour un samedi pendant le confinement, ça change par rapport à le délai. Mais qu'est-ce qui nous concerne tout ça? Donc, laissez-moi quelques minutes de vous expliquer. Peut-être aujourd'hui, je vais apporter une solution pour vous, vos amis, votre enfant qui sont déjà ou qui travaillent pour aller dans le domaine commerce international. La route de la soie est un réseau l'ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. La plus trace qu'on trouve, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Devant vous, c'est la carte de l'ancienne route de la soie. Il y a 2 lignes. La ligne rouge qui démarre de Chine, la ville qui s'appelle Xi'an, c'est l'ancienne capitale chinoise. Et au départ de cette ville-là, on remonte vers nord de la Chine et presque Mongolie, on tourne gauche vers ouest jusqu'à l'Europe. Et vous avez trouvé aussi la 2e ligne qui est en couleur bleue, c'est la route maritime, donc qui départ de Chine et qui reliait différents pays asiatiques et qui longe l'Afrique, l'Est, nord l'Afrique et qui remonte jusqu'à l'Est, l'Europe, ouest, pardon. Donc, si on regarde bien sur cette carte et la ligne bleue,
La ligne bleue, on sait que c'est la maritime, ce sera les bateaux. Mais ici, il y a juste un petit morceau rouge. Donc, où se trouve ce petit morceau rouge? Il est dans quel pays? Pourquoi il est en rouge? Donc, quand le bateau arrive ici, la mer Rouge, donc le bateau ne peut plus avancer. Donc, il doit arrêter et faire une partie de route terrestre. Et après, il reprend le bateau dans le mer Méditerranée. Je sais, aujourd'hui, il y a des étudiants commerce international qui participent à la conférence. Et on a ce système question-réponse. Et j'ai une question pour les étudiants. Donc, cette partie rouge se trouve où? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il existe toujours aujourd'hui? Je peux vous donner juste quelques indices. La partie rouge, aujourd'hui, il est disparu. Il y avait un travail important qui s'est passé à l'année 1854. Donc, qu'est-ce que c'est? Profitez les outils pour me donner une bonne réponse. J'aurai un bon gâteau pour vous à la fin pour ceux qui me donnent la bonne. Alors, le développement de la route de la soie durant la période de la dynastie Han. Pourquoi je parle de dynastie Han? C'est une période au niveau économie, culture, la Chine était assez puissante dans le monde. Il y a un empereur qui s'appelle Han Wuji et qui est très ambitieux, qui a des projets ambitieux de développer la Chine vers l'extérieur. Donc, il a une idée de recruter une équipe avec des volontaires pour faire un voyage vers l'ouest. Parce que l'époque, on sait, l'est de la Chine, c'est la mer, mais ouest de la Chine, on a très peu d'informations. Monsieur Zhang Qian, qui se trouve au milieu du tableau, lui, il a dit, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe l'est. Moi, je peux ramener des gens, une équipe, faire un voyage à l'ouest et puis on vous ramènerait des informations. Donc, 138 avant Jésus-Christ, M. Zhang Qian est ramené une équipe et quitter la Chine, commencer leur voyage vers l'ouest. Très rapidement, M. Zhang Qian, il arrive la frontière nord de la Chine. Aujourd'hui, c'est entre la Chine et Mongolie. Il a rencontré un peuple qui s'appelle Yuan. Yuan sont des nomades. Ils se déplacent sur les chevaux un peu partout. Ce sont des peuples très forts côté militaire, mais ils manquent de matériaux pour la vie quotidienne. Par exemple, des vêtements, des nourritures, des médicaments. Donc, pour cela, dans un temps, il revient vers la frontière, l'intérieur de la Chine, pour reprendre des choses pour vivre. C'est pour ça que la Chine, on a construit la Grande Muraille pour la défense nationale. Monsieur Zhang Qian, il a bloqué pendant 10 ans dans cet endroit-là. Un jour, il a réussi d'échapper et continuer son voyage vers l'ouest. Et c'est seulement au bout de 13 ans, il a rentré en Chine. Il a ramené pas mal d'informations à l'empereur. D'abord, une belle carte, bien notée, des endroits où il y a la montagne, où il y a la rivière, où il y a les forêts, etc., etc. Il y a quel endroit qu'on peut construire une route pour avancer et il y a des endroits où il n'est pas accessible.
Tout ça, c'est très important à l'époque pour l'empereur, pour savoir qu'est-ce qui se passe et pour savoir quelle est la stratégie plus tard s'il veut construire la relation à l'extérieur avec les autres pays. Et il a ramené aussi certaines choses qu'on ne trouve pas à l'époque en Chine. Par exemple, les raisins, les différents épices, les cuivres, les fers et aussi les chevaux, des très très beaux chevaux pour participer, pour renforcer le militaire. Donc l'empereur, il est très intéressant de tout ce qui se passe à l'ouest. Il a pris la décision de construire une équipe encore beaucoup plus conséquente et ça devient l'équipe officielle chinoise vers ouest. Donc, cette fois-ci, cette équipe, il a arrivé à Rome. Pour la première fois, les Romains et les Chinois se rencontrent. Pour faire plaisir à l'empereur romain, l'équipe chinoise, ils ont ramené un produit dans leur valise, ils ont offert ça à l'empereur. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de tissu qui est très léger et qui est très confortable à porter, qui s'appelle soie. Parce que à l'époque, il n'y a que des Chinois qui connaissent des secrets de fabrication de soie. Et en plus, c'est quelque chose de très cher. On ne peut pas commercialiser et tout le monde ne peut pas l'avoir. Donc, l'empereur romain qui est très content et qui est agréablement surpris d'avoir ce genre de tissu. Et du coup, il a posé la question aux équipes chinoises, comment je fais? Qu'est-ce que vous voulez pour que je puisse avoir plus de soie? Il devient amateur de soie, tout simplement. Donc, l'équipe chinoise, il dit, nous, on veut les chevaux, les très beaux chevaux pour l'armée. Donc, l'empereur romain, il a dit, OK, pas de problème. Et partir ce jour-là, le soie devient tout simplement une sorte de monnaie pour l'échange, pour acheter les beaux chevaux. D'où la route de la soie. En 1877, le géographe allemand Ferdinand von Richthofen a écrit un livre. Dans ce livre, il a parlé il a donné beaucoup d'informations de Chine parce qu'il a beaucoup voyagé en Chine. Et il a parlé de la route de la soie, cette route, il appelle route de la soie. Et à partir de ce moment-là, cette route, il a un nom officiel, route de la soie. Et grâce à son livre, les Européens ont pris beaucoup d'informations sur la Chine. Pendant les guerres mondiales, cette route n'a pas pu continuer de faire l'échange. 1949, l'instauration de République populaire de Chine. Après cette date-là, il y a eu différentes phases du développement économique en Chine. 1987, la réforme et l'ouverture de la Chine grâce à l'ancien président Deng Xiaoping. 1992, promotion de la réforme. 2013, approfondissement complet de la réforme. Donc là, on parle de projet la nouvelle route de soie. La nouvelle route de la soie a été dévoilée octobre 2013 par le gouvernement chinois. En 2020, la Chine a signé 21 documents de coopération avec 138 pays et 31 organismes internationaux pour construire conjointement l'initiative, le projet One Belt and One Road. Donc, c'est le
nom la nouvelle route de la soie en anglais. Financièrement, 2013, création d'institutions financières pour l'aide au développement. Et 2015, il y avait 890 millions de dollars pour environ 900 projets, centrés pour la plupart sur le transport, l'infrastructure et l'énergie. L'objectif principal de la nouvelle route de soie, c'est de construire deux types de routes. Des routes terrestres sur tout le continent euro-asien, depuis la Chine jusqu'à l'Europe, et la route maritime aussi. Voilà la nouvelle carte, enfin la carte pour la nouvelle route de la soie. Il y a toujours deux lignes. La ligne rouge démarre de Xi'an, de Chine, et liée avec tous les pays ouest de la Chine. Cette fois-ci, on l'a remontée jusqu'à Moscou et redescendre jusqu'à l'Allemagne, France. Le deuxième ligne maritime, et qui a relié tous les ports principaux de la Chine et asiatiques, toujours longer l'Est, Nord, l'Afrique, jusqu'à l'Europe. Les deux lignes se réunissent à Venise, à la mémoire de Marco Polo, parce que Marco Polo, il a vécu plus de 17 ans en Chine. On le considérait comme un des meilleurs ambassadeurs entre l'Europe et Chine. Sur cette carte, je reviens un peu la première carte de la route de la soie. Si vous regardez bien la ligne bleue, cette partie rouge, il est bien disparu. Il a remplacé par quoi? Vous avez encore quelques minutes pour me donner la bonne réponse. Pourquoi on veut construire la nouvelle route de la soie? Il y a deux raisons. La première raison, c'est renforcer le lien entre Chine et l'Europe. La deuxième raison, c'est pour équilibrer l'économie, l'intérieur de la Chine. Depuis la révolution, ça fait plus de 40 ans passés, la Chine est regroupée en trois grandes zones économiques. La zone l'Est, c'est tous les parties couleur verte, c'est le centre économique de la Chine. Donc, 42% de la population chinoise se concentre dans cette zone et qui a créé 61% de valeur de la production. Cette zone est très développée aujourd'hui, niveau recherche, technologie, finance et l'import-export. La zone milieu, la zone centre, est très riche en ressources et le charbon et le pétrole. Ma région, la province de Shanxi, se trouve bien au milieu de cette zone et qui est une région de forte production de charbon et qui est très, très connue en Chine pour la production de charbon. Mais par contre, cette zone qui est loin des ports et qui manque de liens à l'extérieur, par contre, c'est un très bon fournisseur en matières premières pour la zone l'Est. La dernière zone, qui est en couleur gris et qui prend moitié surface de la Chine, 56% exactement, qui est très riche en ressources minérales et qui est en terre arable. Par contre, il est encore plus loin de les ports.
on sait que si l'Est est fort vite se développer niveau économie, c'est parce qu'ils ont profité de l'avantage transport maritime et qui peut envoyer des marchandises rapidement partout dans le monde. Mais si aujourd'hui, si on veut délocaliser l'Est vers l'Ouest, soulager la partie l'Est niveau population, l'État chinois, ils ont très vite compris que le transport, la question de transport, c'est le sujet le plus important pour la Chine pour aider le développement de délocalisation. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé, la deuxième raison, qu'on a lancé la nouvelle route de soie. Mais la différence entre la nouvelle et l'ancienne, c'est tous les parties terrestres remplacées par chemin de fer. Aujourd'hui, total, il y a 6 corridors terrestres. Le premier corridor, bien sûr, c'est euro-asiatique. C'est entre Chine et l'Europe. Le deuxième corridor, c'est la Chine vers le pays nord, Mongolie, Russe. Le troisième corridor, c'est la Chine, l'Asie du centre et l'Asie de l'ouest. Et le quatrième corridor, c'est la Chine avec Indo-chinoise. Cinquième, c'est la Chine à Pakistan. Le dernier, c'est la Chine, Bangladesh, l'Inde et Birmanie. Pourquoi faut-il développer la solution ferroviaire? On commence par les quelques points forts. Rapidité. Je vais vous donner un exemple pourquoi on parle de l'avantage rapidité. Nous sommes 3 avril. Donc, nous sommes confinés pour 1 mois. Le temps devient de plus en plus beau. On va bientôt rentrer l'été. D'habitude, c'est une période, tout le monde réserve un peu les vacances l'été. Mais aujourd'hui, la question pour tout le monde, c'est est-ce qu'on peut encore partir en vacances quelque part? Est-ce qu'on peut réserver? Il y a trop de questions qui n'ont pas encore la réponse aujourd'hui. Donc, pour être sûre, bruitante, donc moi, j'ai décidé de faire une piscine dans mon jardin. Et comme ça, je peux bien passer les vacances dans mon jardin et profiter du soleil. Donc, on a contacté des entreprises qui fabriquent des piscines. Ils ont dit, pas de problème, et on prend la commande, on va vous faire une piscine dans votre jardin. Par contre, je mets la place des entreprises qui fabriquent, qui installent des piscines. Et je suis contente que la commande augmente, le prix, les ventes, le cours de vente et augmente. Mais très rapidement, il y a une question qui se pose, c'est que je n'ai pas eu assez de stock pour cette demande. Parce que je ne savais pas, il y a des confinements cette période. Je ne sais pas, il y a autant de personnes qui pensent que passer les vacances, avoir une piscine à la maison. Donc, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il y aura une rupture de stock. Donc, très vite, il faut que je passe la commande réassort pour avoir des matériaux, des piscines. Donc, d'habitude, je sais que quand je passe une commande, il faut à peu près 1 mois de délai pour la production. Donc, on est début avril. Si je passe la commande maintenant, je sais à peu près début mai, mi-mai, la production sera terminée. Ma production, il est en Chine. Donc, par la suite, c'est la question de transport. D'habitude, quand tout va bien, je fais venir mes marchandises par bateau parce que c'est le transport le moins cher qu'on utilise plus. Je sais que d'habitude, un bateau qui vient de l'Asie et en Europe, je dois compter 38 jours. Problème, aujourd'hui, la plupart des bateaux qui sont prévus passer par le Cap Bonne-l'Espérance. On va parler tout à l'heure.
Donc, ça rallonge 10 jours de délai. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre presque 2 mois pour faire venir des marchandises. Donc, on est avril, mes productions terminent début mai et je dois attendre 2 mois. Ça va faire mai, juin. Mes clients, il ne va pas attendre si longtemps. Je risque d'avoir des commandes annulées. Donc, ça ne va pas. Il faut que je trouve une solution rapide. Donc, après bateau, j'ai la solution rapide depuis 40 ans, c'est l'avion. L'avion, 10 jours de temps, pile poil, pas de problème, il va arriver très vite. Mais le problème, c'est le coût, c'est le budget. Je sais que l'avion, pour même volume de produit, qui va coûter presque 10 fois plus cher que bateau. Est-ce que mes clients sont prêts à payer 5 fois plus cher, avoir une piscine que d'habitude? Même ils ont envie de profiter le soleil dans le jardin, mais 5 fois plus, ça fait trop. Donc, il y aura deuxième problème d'annulation de commande. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, il y a des trains qui viennent de Chine. Donc, je vais étudier un peu cette solution de transport. Donc, on m'a dit, train vient de Chine, c'est 20 jours de délai. J'ai regardé le prix qui est beaucoup moins cher que l'avion. Donc, 20 jours, ça veut dire fin mai, j'aurai tous mes marchandises en France. Donc, je peux satisfaire tous mes clients qui veulent avoir leur piscine début juin. Donc, la solution de train, ce sera une meilleure solution pour moi, rapide et rapport qualité-prix. Pas de contrainte de météo. Toute l'année, il pleut, il neige. On peut toujours lancer le train. Il n'y a pas trop de difficultés. Souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire le souplesse pour train, pour transport international? Aujourd'hui, vous savez, pour un porte-conteneur, dernière génération, on peut mettre 22 000 conteneurs sur un bateau, un navire. Début l'année 2021, tous les conteneurs sont partis aux États-Unis. Donc, manque énormément de conteneurs vides en Chine et en Europe. Pas question que la compagnie maritime fasse partir un bateau moitié vide. Donc, il faut attendre que le bateau sera rempli, soit environ 22 000 conteneurs. Donc, on a eu beaucoup de retard depuis l'année pour le transport maritime. Par contre, pour un train aujourd'hui qui vient de l'Asie en Europe, il faut remplir à peu près 41 ou 45 conteneurs. On peut laisser partir le train. Donc, ça va vite remplir. Donc, le train, il peut très vite partir aussi. Donc, le souplesse par rapport au bateau. La traçabilité, une fois que je mets le conteneur dans le train, je sais exactement où se trouvent mes conteneurs. Donc, la traçabilité et qui est très fiable. Écologie et garantie sécurité. Malheureusement, chaque année, il y a des risques de catastrophes maritimes. Ça veut lier avec les tempêtes, gel, tsunami, collision avec un sous-marin ou notre navire. Les risques augmentent dans les détroits, certains canaux, Panama, Suez. La conséquence des catastrophes maritimes, la sécurité des personnes et des biens, l'environnement, les pollutions accidentelles. On a déjà vu des fois à la télé, il y a des navires qui se brûlent ou qui s'écoulent à la mer. Donc, ça risque de créer des marées noires. Et pour nettoyer la mer, ça demande un soutien économique très, très important. Canal Suez.
il y a 10 jours, quand je parle canal Suez, il y a moitié de personnes qui me disent, je ne sais pas où ils se trouvent. Et que en ce moment, quand je parle canal Suez, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Donc, canal Suez, on dit aussi une voie de passage stratégique maritime. Où se trouve canal Suez? Un bateau qui vient de l'est vers l'ouest, il y aura deux solutions. Une solution, c'est la ligne rouge qui se trouve ici, c'est-à-dire passer par la Cape de Bonne-Espérance. Et pour cette ligne, il a à peu près 20 900 km. Donc, il faut compter à peu près 24 jours de délai pour passer. Mais vous voyez aussi, il y a une ligne verte qui se trouve au milieu et c'est bien la ligne où il y a le canal Suez. Donc, cette ligne, il fait à peu près 12 000 km, 14 jours de délai. Tout de suite, si je passe par le canal Suez, je gagne 10 jours et 8 000 km. Donc, ça vaut le coup de l'utiliser. Donc, on l'appelle le voie passage stratégique maritime. Cet passage est très chargé. En général, une année, il y a plus de 20 000 navires qui empruntent le canal Suez. Ça fait à peu près moyenne 60 navires par jour. C'est comme la photo que vous voyez ici. Les bateaux qui font la queue, entre les bateaux, il y a à peu près une demi-heure de délai pour passer. Donc, c'est comme ça tous les jours et toute l'année. Quand on emprunte canal Suez, on paye une sorte de péage. En général, c'est 20 à 40 dollars par conteneur ou alors 50 000 euros par navire. Donc, ça ramène 5,5 milliards de dollars de revenus annuels pour locaux. Il y a 10 jours, on a entendu un accident de canal Suez. Là, j'ai une question, je pense que c'est une étudiante qui m'a posé cette question-là. Madame, si c'est sympa de connaître canal Suez et qui est stratégie de maritime, mais quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, cette question, il y a quelques années, on ne pense pas, mais là, c'est une réelle question qui se pose aujourd'hui. Comment on fait quand le canal Suez est bloqué? Donc, la semaine dernière, quand il a bloqué pendant 10 jours, ça fait une perte de 6 milliards de dollars par jour. Le prix quotidien des marchandises piégées pendant la congestion était de 9,6 milliards de dollars. C'est énorme. Comment réagir face à une crise? On a trois types de personnes qui réagissent à une crise. Soit je suis paniquée, le type A, je suis très paniquée, je ne sais pas comment faire. Soit le type B, oh ben, je ferme les yeux, mais la crise est là, mais je fais semblant que je n'ai pas vu. Le type C, je suis zen parce que j'ai toujours un plan B. Voilà, la solution ferroviaire pourrait être le plan B face à la crise. On m'a dit, il y en a qui m'a demandé aussi, Madame Si, tout à l'heure, vous avez parlé de voies stratégiques maritimes quand vous avez parlé de canal Suez. Maintenant, on sait qu'il y a une solution plan B en train, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une voie stratégique pour le chemin de fer? Je vais vous répondre à cette question. Face à l'Angleterre et après le Brexit, qu'est-ce que ça veut dire?
Si on regarde l'ensemble de l'économie commerce international entre l'Asie et l'Europe, il y a à peu près 38% vers Royaume-Uni, le produit exporté, enfin le produit l'importé de l'Asie vers l'Europe, et 61% pour répartir pour 27 pays européens. Il y a une seule voie en dessous la Manche, Eurotunnel. Donc, les clients anglais, et ce sont des clients importants pour l'exportateur chinois. Mais parallèlement, les sociétés anglaises souhaitent aussi profiter de tous ces avantages de solutions plan B ferroviaire. Donc, dans la réalité, on a deux solutions. Une solution, c'est de faire remplir le train uniquement pour les Anglais et faire partir le train et passer en dessous de tunnel et aller directement en Angleterre. Mais dans la réalité, c'est très difficile parce qu'on a apporté aussi le sujet de souplesse. Souplesse, c'est de vite remplir, vite partir. Donc, là, on ne peut pas remplir, si on veut remplir le train uniquement pour un pays, dans ce cas-là, on perd l'avantage de souplesse, on doit attendre. Mais si on veut faire partir le train rapidement, il faut remplir pour tout le monde. Donc, ça veut dire, la question qui se pose, c'est que quand il arrive en Europe, il faut trouver un endroit au plus près de Manche et qui a un soutien fort logistique. Nous sommes à Hauts-de-France. Je pense que c'est la région qui est plus près de Manche. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, le train arrive, la plateforme Tourges. En 2017, il y avait, la plateforme Tourges a reçu le premier train provenance de Chine, la ville Wuhan. Et fin 2020 et début 2021, on a ouvert la deuxième ligne de Jinhua à Tourges, environ 11 000 kilomètres. Depuis l'année, j'ai chargé 3 conteneurs dans ce train-là. Mes marchandises sont arrivées le 15 février, pile poil le 20 jours. Je peux confirmer la traçabilité, la rapidité est confirmée. Une fois le train arrive, la plateforme de Tourges, en fonction des cahiers de charges des clients, on a déchargé le conteneur, palettisé les produits et répartir partout en France et partout en Europe. Parce que si on regarde un peu la carte, Tourges se trouve en plein centre de tous les pays européens et surtout les pays économiquement forts. On l'appelle aussi banane bleue, c'est-à-dire démarre de l'Angleterre, l'Allemagne, Belgique, France et arrivé en Italie. Et géographiquement, le Tourges fait un peu le cœur de tous ces pays et villes. Ça veut dire niveau prix, tarif, transport reste à peu près les mêmes. Et en plus, on peut très vite prendre des conteneurs, des marchandises, utiliser soit Eurotunnel, soit le bateau et livrer rapidement en Angleterre. Contrepartie, s'il y a l'exportation d'Angleterre vers l'Europe ou vers l'Asie, ils peuvent aussi utiliser cette plateforme pour charger leurs marchandises dans le train et exporter ailleurs. Donc, pour moi, Tourges est la voie stratégique pour le chemin de fer. 2020, c'est une année assez compliquée pour tout le monde et aussi pour tout ce qui est dans le commerce international. Mais la Chine a lancé quand même 12 000 trains vers l'Europe.
La Chine conçoit de plus en plus son projet comme un vecteur de promotion d'une nouvelle forme de mondialisation. Le projet de nouvelle route de la soie peut donc être vu comme le cadre d'une nouvelle architecture du monde et d'une nouvelle forme d'interaction entre les États. S'il y a autant de trains qui viennent de Chine à l'Europe, forcément, il y aura des trains qui retournent en Chine aussi. Est-ce qu'on peut utiliser ce train pour exporter Made in France vers la Chine? Le vin français, c'est un des premiers produits qu'il a rentré sur le marché chinois. Aujourd'hui, il devient un référent pour la qualité, pour connaître la qualité de vin parmi tous les autres vins, toutes les autres marques de vin. Et depuis quelques années, les champagnes deviennent de plus en plus appréciés par les Chinois. On trouve le champagne dans les fêtes mariage. On trouve souvent les champagnes pour des repas d'affaires ou événements professionnels. Le parfum devient un produit quotidien pour les Chinois. D'ailleurs, je vais profiter de cette conférence pour faire une annonce et je cherche un bon producteur de parfum s'il souhaite l'ouvrir le marché chinois. Je vais peut-être l'aider de l'ouvrir cette porte-là. Donc, venez me contacter si vous êtes producteur de parfum. Et tous les produits terroirs aussi. Par exemple, en Chine, il n'y a pas de fromage. On ne connaît pas du tout le fromage. Et de plus en plus de gens aujourd'hui qui disent que le produit passe de fromage est bien pour la santé et surtout pour les enfants. Donc, comme chaque foyer a un budget important pour enfants, donc ils sont prêts de consommer pour tous ces produits, notamment les produits passe de fromage. Je vais vous parler un peu de marché chinois aujourd'hui. La Chine, le pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard d'habitants. On a 39 langues dans tous les pays. Demain, si vous voulez travailler avec la Chine et que vous voulez apprendre le chinois, il faut juste apprendre le mandarin parce que c'est la langue officielle. Tout le monde parle, tous les Chinois en Chine parlent mandarin. Mais bien sûr, dans le commerce international, vous pouvez tous communiquer en anglais. La Chine est un vaste pays, 5500 km du nord au sud, 5200 km d'ouest en l'est, équivalent à peu près 17,5 fois la taille de la France. Si on n'a pas encore rentré le marché chinois, si on est en train de préparer, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il y a des amis qui fabriquent des bons produits français, par exemple jus de pomme, cidre ou d'autres choses, qui souhaitent peut-être demain de développer leurs produits en Chine. Un pays si grand, est-ce que je dois vendre mes produits partout ou je dois démarrer par quelques villes? Oui, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 villes qui sont importantes, stratégiques et qui consomment énormément de produits à l'étranger. Et c'est la classe numéro 1 qu'on dit en Chine et qu'il faut attaquer en premier. Pékin, Shanghai, Shenzhen, Hainan. On commence par Pékin, Beijing en chinois, la capitale politique de la Chine, centre économique et culturel. Demain, si vous souhaitez faire un voyage en Chine,
je vais vous fort conseiller d'aller faire un petit tour à Pékin. Parce que Pékin, on voit la Chine hier, aujourd'hui et demain. Hier, c'est parce qu'il y a tellement de choses à visiter. Il y a une histoire, une trace d'histoire de 3000 ans qui sont vivants, qui sont encore là, place Tiananmen, le Grand Muraille, qu'on peut encore visiter. Et aujourd'hui, c'est qu'on montre aussi un Pékin qui est très moderne. Et demain, c'est parce que tous les stratégies, le projet chinois, politique, économie et développement se fait dans cette ville-là. Si vous voulez travailler en Chine et que vous souhaitez votre chiffre d'affaires bien développé et qui suit toujours la route à l'avenir, il vaut mieux connaître un peu la politique chinoise, savoir où se oriente. Et si vous êtes sur la bonne piste, normalement, il n'y a pas de risque. Le Pékin, ce n'est pas la plus grande ville en Chine. C'est la 3e ville de Chine en termes de capacité de consommation, de transport et d'innovation. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 Français qui vivent en permanente à Pékin. Shanghai, la plus grande ville de Chine, le poumon économique et commercial de la Chine, considérée comme la meilleure ville pour faire des affaires en Chine. Plus de 27,7 millions d'habitants et plus de 20 000 Français, l'expatriés français qui vivent dans cette ville. Ça veut dire si votre produit est conquérir le Shanghai, vous gagnez moitié la France. Et je voudrais particulièrement vous parler d'une foire qui s'appelle CIIE. Qu'est-ce que c'est? C'est une foire, c'est une exposition internationale d'importation de la Chine. Si vous rentrez le marché que vous n'avez pas encore le client chinois, je vous conseille de participer à ce salon parce que c'est une sorte un salon vitrine pour tous les acheteurs chinois de faire connaître des produits étrangers. Donc, c'est très efficace pour vendre des produits étrangers. Et cette année, ce sera du 5 au 10 novembre. Ce sera la 3e fois. Shenzhen. Chaque fois je prononce le nom de cette ville, je pense que je fais sourire au gouverneur parce que ça rappelle quelque chose. À l'origine de Shenzhen, c'est un village de pêcheurs. Et en 1979, il y avait centaines d'habitants. Aujourd'hui, 42 ans plus tard, elle compte environ 13 millions d'habitants. Shenzhen est un exemple de réussite en matière de réforme et d'ouverture. On dit aussi l'usine électronique du monde parce que tout simplement, si je prends smartphone, il y a 1/4 de smartphones dans le monde sont produits dans cette ville. 40 ans, qu'est-ce qui se passe? On transforme un petit village de pêcheurs, en une ville de 13 millions d'habitants. Donc, on dit aujourd'hui, le secret de Shenzhen, c'est de travailler plus pour gagner plus. Et quand on gagne plus, on a encore plus de motivation. Alors, 4e ville qui n'est pas forcément très connue, même il y a DF1 qui a parlé, mais aujourd'hui, qui n'est pas si connue que ça, mais c'est une ville stratégique. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je parle Hong Kong, il y a beaucoup d'Européens qui connaissent la ville Hong Kong. Hainan, ce sera un nouveau Hong Kong en Chine. Parce qu'il y a un projet qui s'appelle City International
et qui devient le plus grand duty-free du monde. Ce projet couvre 450 000 mètres carrés, un investissement total de 1,64 milliard d'euros et le plus grand de duty-free du monde, 120 000 mètres carrés de boutique luxe. Donc, ce sera le paradis de produits français. Et c'est aussi une ville très touristique, voyage, consommation. Et si vous regardez un peu la photo à droite, on dirait Tahiti ou Guadeloupe. Alors, comment on consomme en Chine? Le point fort du marché chinois, d'une consommation en 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours. Surtout le week-end et la nuit. Parce qu'on pense les salariés travaillent de lundi à vendredi. Donc, c'est le week-end qu'on doit l'ouvrir tous les magasins pour qu'ils puissent l'ouvrir leur portefeuille. Et en Chine, on a une tradition aussi qu'on ne mange pas très tard le soir. 18h, 18h30, et on mange vite. Donc, 1 heure temps, on finit le dîner. Quand il fait beau, l'été surtout, et qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas trop envie de rester devant des télé, on va se promener. Mais il y a des marchés de nuit partout, dans toutes les grandes villes, dans le centre de ville. Donc, OK, d'accord, je vais prendre l'air et je vais regarder. Peut-être je trouve des bons trésors dans des marchés de nuit. Donc, on peut se promener quand il fait beau. Hein. On peut se promener jusqu'à 22h, 23h, aucun souci. Et je fais un test. Chaque fois quand je rentre en Chine, que je vais balader dans des marchés de nuit, j'ai tout le temps rentré avec quelques petits trucs. Donc, chaque fois, je consomme. Les ménages sont une grande capacité d'épargne. Donc, les Chinois, les habitudes chinois, on aime bien mettre l'argent à la banque parce que on n'avait pas des sécurités sociales, on n'avait pas des systèmes chômage, on n'avait pas des systèmes retraite. Maintenant, on est en train de mettre en place. Et donc, l'époque, il faut, mais les générations de mes grands-parents, mes parents, ils mettent plus de moitié de leur salaire à la banque pour prévenir des cas urgents. Et aujourd'hui, comme on est en train de mettre des systèmes de sécurité sociale de plus en plus performants, donc ça permet les gens de retirer l'argent à la banque et aller faire un plaisir quelque part. Donc, il y a une force d'augmentation de pouvoir d'achat. Image, on est en France, on veut vendre des produits français. Donc, je veux savoir quelle est l'image des produits français en Chine. Perso, des produits de luxe et la mode, de la mode. Un signe de qualité représente un savoir-faire ou la technologie de la société. Et mode de vie sain est une vie de petite bourgeoise et surtout une image romantique. Le produit cosmétique pour faire belle, le vin, c'est toujours dans un repas romantique. Le comportement des consommateurs chinois pour des produits étrangers, surtout. La négociation fait partie intégrante du mode de la vie chinois. Les Chinois, ils n'ont pas appris à négocier à l'école. Les Chinois, ils n'ont pas appris à apprendre la négociation à partir de l'école supérieure. C'est que dès qu'on a la première pièce, premier yuan, on apprend à négocier. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier pièce, quand j'étais tout petite, pendant Nouvel An chinois, et je voudrais acheter des bonbons,
Mais comme j'étais très pauvre, j'ai pas grand-chose et que je suis très gourmande aussi et je souhaite avoir le maximum de bonbons. Donc, je négociais. Et à partir de là, j'ai appris une négociation. Et ça rentre un peu dans la vie quotidienne. Donc, sois pas surpris que les Chinois, votre client, négocie avec vous. Par contre, je vous conseille de prendre une marge supplémentaire, prévoir une marge supplémentaire pour la négociation, pas avoir des surprises. Le Chinois est pressé avoir une réponse du jour au lendemain très vite. On peut avoir une question, mais dans 5 minutes, si je n'ai pas la réponse, votre téléphone va sonner. Alors, il y a beaucoup de collègues qui m'ont demandé, Yann, peu importe la langue, dis-moi dans la langue chinoise, est-ce que ça n'existe, le mot non? Je dis bien sûr, on a le mot non, mais on ne dit jamais. Ah bon? Comment vous dites quand vous n'êtes pas d'accord? Comment vous dites? Bah, je dis, je vais réfléchir. Mais par contre, vous faites une offre à votre client et il va dire qu'il va réfléchir, mais vous relancez une fois, 2 fois. Au bout de 3e fois, s'il dit il réfléchira toujours, donc je vous conseille de proposer le plan B rapidement. Pour moi, il faut considérer comme un non. Ils sont très exigeants sur la qualité des produits importés. Donc, le produit français, comme j'ai dit, il y a une image qualité. Il ne faut surtout pas hésiter de proposer la gamme supérieure, la qualité supérieure au marché chinois. Ils comparent attentivement avant de l'acheter. Vous faites un devis, 2 jours après, vous avez aperçu que votre futur client a posé la même question à vos concurrents. Pas de stress. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas travailler avec vous. Il a juste besoin de comparer pour être sûr que le prix correspond au marché. Croissance de la Chine. Depuis 30 ans, 40 ans, la taille d'économie chinoise a doublé tous les 8 ans. Notre chiffre d'affaires, tous les 8 ans, on double. De plus, ses capacités, l'investissement internationaux, l'importance des réserves monétaires, la place aujourd'hui en position très avantageuse et pas seulement sur le terrain économique. Fin 2020, juste avant le nouvel an, on a signé un accord entre l'Europe et Chine. Et cet accord ce sera une très bonne opportunité pour des entreprises qui souhaitent investir en Chine et aussi pour des sociétés chinoises qui souhaitent investir en France. Après les statistiques européennes entre 2000 et fin septembre 2020, les investissements directs cumulés d'Européens en Chine ont atteint 181 milliards de dollars pour 27 pays européens, auxquels il faut ajouter 31 milliards de dollars pour le Royaume-Uni. Contrepartie, les Chinois, ils ont investi 138 milliards de dollars en Europe et auxquels il faut ajouter encore 59 milliards de dollars au Royaume-Uni. Tout à l'heure, avec les amis, on dit, quand on parle de Made in France, ce n'est pas seulement un produit physique, c'est aussi un savoir-faire. Par exemple, notre savoir-faire dans la région logistique et transport, le savoir-faire marketing, la création pour tous les stylistes, designers, photographes, vidéos, et puis les conseils aussi. Avocat, représentant fiscal, l'expert comptable et commercial.
pour ces secteurs-là, c'est peut-être un peu difficile. On n'a pas de produit à vendre physiquement. C'est peut-être un peu difficile d'aller faire un voyage en Chine pour trouver des clients chinois, vendre un service. Mais comme il y a beaucoup d'investisseurs, le groupe chinois, qui sont en train d'installer en Europe, en France, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller en Chine pour trouver des clients chinois. L'année dernière, avec mon partenaire, on a fait rentrer un investisseur chinois qui s'appelle Utrombus. Utrombus a vendu plus de 8600 véhicules en Europe. Ils sont spécialistes dans des puces électriques. Donc, ils ont ouvert leur centre européen pour des pièces détachées automobiles à Lens. Donc, ce groupe, il est le 3e mondial. Donc, c'est un client potentiel important qu'on a vendu le service logistique et transport. Et aujourd'hui, qu'on est en train de proposer différents services autour de l'avocat, représentant fiscal et l'expert comptable. Et puis récemment, ils m'ont posé la question aussi, est-ce que Yann, tu peux occuper de recrutement l'équipe commerciale et le service après-vente? Tout ça, ils ont besoin de collaboration avec l'équipe française. Donc, les clients chinois sont déjà en France. Voilà, je voudrais terminer ma conférence souvent avec une phrase de l'ancien Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin. Il a dit, quand le train arrive, nous avons 2 possibilités, soit monter, soit le louper. Mais je ne pense pas qu'on va louper, on va tous monter sur le train. Pour finir, comme on est tous des habitants de Hauts-de-France, comme j'ai parlé de plateforme de Tourges, je vais vous montrer réellement une vidéo qui parle de ce plateforme de Tourges. On va tous être très fiers de eux.
Ça va beaucoup plus vite. Et ça, pour vous, c'est important. Vous avez les produits 2 fois plus vite. Exactement. Nos clients sportifs ont des produits 2 fois plus vite. Voilà, merci pour tous, à toutes. Là, j'ai une petite question. Bon, c'est pas une question, c'est plutôt une réponse. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la réponse de Canal Suez tout à l'heure. Merci, bravo. Donc, si c'est un étudiant, vient me contacter, je vais vous proposer un stage. Merci. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Connaissez-vous le nombre de trains de France vers la Chine? Alors, exactement, on ne connaît pas, mais on sait c'est à peu près un pourcentage de 1/3. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de marchandises de l'Europe vers Chine, mais je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui chargent le vin dans le conteneur, profiter le train pour envoyer en Chine. Je sais que niveau Lyon, il y a une autre plateforme de train aussi qui est en train de regrouper toutes les marchandises français ou pays autour. Ça peut être l'Espagne, l'Italie aussi, pour compléter le train et de retourner en Chine. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, c'est qu'au début, parce qu'il y a encore beaucoup de l'entreprise qui ne connaissent pas encore les outils de train. Donc, c'est pour ça qu'on on passe le message pour informer l'entreprise et qu'aujourd'hui, on a ce type d'outils et qu'il peut tout à fait utiliser pour envoyer leurs marchandises en Chine. Merci pour toutes ces questions et merci pour votre attention. Et merci tous les remerciements que vous avez faits. C'est très touché. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Un petit mot de Georges, peut-être. Merci Yann, merci pour ce bel exposé. Merci pour tout, merci pour tes recherches, merci pour tes explications bien approfondies. Effectivement, tu m'as réveillé pas mal de souvenirs. Et je sais que moi, j'ai connu Shenzhen en 1991. Alors, effectivement, en 1974, tu dis il y avait quelques dizaines de pêcheurs ou quelques centaines de pêcheurs. Moi, j'ai connu Shenzhen, il y avait moins de… C'était qu'en 100 000 ou par 100 000 habitants. On était moins d'1 million d'habitants. Et maintenant, tu parles de 13 millions.
c'est sûr que je ne peux pas reconnaître Shenzhen. Moi, je travaillais à la centrale nucléaire de Daya Bay et on avait 3 heures de bus qu'on prenait le matin uniquement pour aller manger du canard laqué dans un petit restaurant. Et après avoir fait une petite marche pour digérer le canard, on reprenait le bus de 3 heures pour retourner à notre camp de base à côté de la centrale nucléaire. Tu as parlé aussi de Shanghai. Shanghai, la dernière fois que j'ai vu Shanghai, c'était en 1999. Ça avait déjà changé puisque de 91 à 99, il y a eu énormément de changements. Et maintenant, à la vitesse que ça avance en Chine, ça doit être méconnaissable. Alors moi, j'allais par période de 3-4 mois tous les ans. Je voyais le changement d'année en année. Quitte à me perdre dans la ville de Hangzhou où j'étais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et je te remercie d'avoir proposé cette conférence parce que moi qui ai connu la Chine, mais il y a 30 ans, maintenant, elle a une autre place dans le cœur des gens et surtout dans la possibilité aux gens de trouver des choses que l'on n'avait pas avant ou que l'on a maintenant avec une qualité quand même légèrement supérieure à ce qu'il y avait avant. Merci encore, Yann. Merci. Merci à vous. Monsieur Chuego. Merci. Je vais laisser parole à Monsieur